Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui, nouvelle vidéo un petit peu imprévue, mais pour le coup, je pense que c'est important. C'est important en fait pour moi de la faire. On va un petit peu faire le point sur tout ce qui se passe par rapport au marché des crypto-monnaies, par rapport à ce qui se passe avec la plateforme d'échange FTX. On va un petit peu essayer de revoir ensemble qu'est-ce qui s'est passé exactement, quelles sont les leçons à en tirer, quels sont les risques et les dommages collatéraux en fait auxquels on pourrait être soumis, et on va terminer en fait par quelques conseils sur qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc déjà, c'est important de se détendre. On va être dans un environnement qui va être très tendu pour plusieurs raisons, comme à chaque fois qu'il y a des phases de panique où les gens ils paniquent tout simplement. En fait, ils vont paniquer, ils vont plus réfléchir, ils vont agir en fait vraiment complètement de manière irrationnelle. Et en plus de ça, si on rajoute à ça des personnes qui vont avoir des fonds qui sont restés bloqués sur la plateforme d'échange FTX, et parfois, je suppose, même des grosses quantités en fait d'argent, tout cela en fait va alimenter une certaine pression, de l'énervement. Tout ça, il faut vraiment le mettre de côté. Ça ne sert strictement à rien. Chercher des coupables, commencer à théoriser en fait sur plein de choses, etc. Ça sert à rien tout ça. Ça sert strictement à rien. Il faut se détendre. Donc là, on prend tranquillement son petit café ou son petit thé, et on va se détendre et essayer un petit peu de comprendre ce qui s'est passé. Alors, déjà, point de situation. Tout commence d'une rumeur qui est sortie en fait sur le site de CoinDesk, où on a des allégations par rapport à la boîte qui s'appelle Alameda Research, qui est un hedge fund qui en fait était dirigé en fait par SBF. Donc SBF, je rappelle quand même que c'est celui qui a créé FTX, et qui justement avait également pour le coup créé Alameda, qui est une boîte en fait qui fait du trading quantitatif, qui a fait de l'arbitrage, du market making, qui en faisait toujours justement pour le coup, et qui avait gagné en fait son beurre là-dessus. Il faut quand même comprendre que SBF a fait son beurre sur l'arbitrage, le market making, principalement dans les années 2018, 2019, 2020. Ensuite, il a créé FTX et il s'est un petit peu désengagé en fait de Alameda il y a à peu près un an, où c'était plus lui pour le coup en fait qui était le directeur, mais il reste bien évidemment avec un bon pied en fait dedans. Et Alameda, depuis toujours en fait, tout le monde le sait, qu'ils ont toujours ils sont extrêmement proches pour le coup en fait de FTX. Ils passent principalement par FTX en fait pour faire leurs opérations de trading, d'arbitrage, de market making, et je dirais même, mais là ce n'est que des suppositions, de manipulation de marché. Mais ça pour le coup c'est pas du tout un secret. Je pense que toute personne qui connaît plutôt bien FTX sait que sur du court terme il y avait énormément de manipulation au niveau du carnet, au niveau des prix, et très souvent c'était Alameda en fait qui était pointé du doigt, bien évidemment pour des intérêts purement financiers. Ce sont des requins, d'accord. Il faut vraiment pas hésiter en fait de le dire. On est en train aujourd'hui en fait d'essayer de dire que le méchant en fait dans l'histoire c'est ni SBF ni Alameda. Remettons les choses dans leur contexte. Ce sont des requins qui vont utiliser n'importe quel moyen pour gagner de l'argent. Voilà. Donc et des moyens éthiques ou non. Donc ça, il faut le dire. Et qui vont également profiter d'une position dominante, dans le sens où c'est SBF qui a créé Alameda, et c'est SBF qui gère FTX, une plateforme d'échange. Donc bien sûr qu'il y a un conflit d'intérêts qui est juste gigantesque. Tout ça en fait c'est pas un secret, d'accord. Et ça on le sait en fait depuis maintenant très longtemps. Donc voilà, maintenant ceci étant dit, ce qui s'est passé en fait c'est quoi? Alors, on a eu un article de CoinDesk qui commençait à dire en fait que Alameda était surexposé, notamment sur du FTT, donc le token de FTX. Également pas mal de tokens en fait de l'écosystème de Solana, entre le Sol et d'autres comme par exemple le Serum et d'autres projets en fait de l'écosystème, et sur lequel ils avaient contracté en fait des prêts parfois assez conséquents sur un actif qui, il est clair, n'est pas extrêmement liquide, et surtout qui est détenu en très grande majorité au final que par quelques personnes, en l'occurrence SBF via FTX ou via Alameda Research. Ensuite, moi j'ai pris note de cette information-là qui m'a semblé un petit peu légère. Au premier abord, c'était pas sourcé, c'était juste des on-dit, c'était juste un petit article. Donc j'ai pris note, mais j'ai rien fait de particulier par rapport à ça.
Et ensuite, il s'est passé quelque chose sur Twitter où là, pour le coup, ça a vraiment mis le feu aux poudres. Donc jusqu'à présent, et c'est important en fait de se remettre dans le contexte, FTX et Alameda sont deux entreprises qui sont distinctes, qui ont deux business complètement différentes, entre le fonds qui lui fait du pognon sur l'arbitrage, le market making, le trading algorithmique ou même discrétionnaire, peu importe, et FTX qui eux ont un business model qui est basé en fait sur tout simplement les frais, principalement les frais qui vont être prélevés sur les opérations de trading. Il n'y a pas que ça, mais c'est en tout cas en grande partie comme ça qu'ils peuvent générer en fait leur beurre. Donc c'est vraiment deux business qui sont complètement différents et à la base on aurait pu se dire ok, au pire Alameda ils sont hyper exposés, au pire ils sautent, est-ce que c'est forcément grave pour FTX? On aurait pu se dire que non. Et le problème, c'est le conflit d'intérêts pour le coup. Et on va voir que maintenant, plus on creuse et plus on se rend compte que si FTX est énormément impacté. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, on a CZ, qui est tout simplement le CEO, donc le fondateur en fait de Binance, qui a tweeté. Et il faut comprendre que Binance est un des investisseurs initiaux qui a soutenu FTX dès le début. Ça également, c'est quand même important en fait de le préciser. Donc il faisait partie en fait des premiers investisseurs quand FTX en fait a levé ses premiers fonds. Et ils avaient à peu près pour 2 milliards de dollars de tokens en FTT justement qu'ils avaient récupéré des premières levées de fonds qu'avait fait FTX. C'est aussi important en fait de rappeler qu'à une époque, il y avait vraiment une entente entre les deux plateformes. Il y avait même les tokens à effet de levier que proposait en fait FTX qui avait également été listé en fait sur Binance. Le FTT avait été listé extrêmement rapidement sur Binance. Enfin bref. On va dire qu'au début, il n'y avait absolument aucune envie en fait de Binance on va dire, de vraiment empêcher en fait FTX de croître. Au contraire, ils ont été parmi les premiers justement à leur ouvrir les portes de leur plateforme, des financements pour justement en fait créer un concurrent. Je pense qu'ils avaient pour ambition, bien évidemment, après, de faire surtout en fait des partenariats avec eux. Et FTX a été aussi créé pour être une plateforme de traders. Chose que n'est pas Binance, même s'il est massivement utilisé par les traders, c'est avant tout une plateforme grand public, mais qui au final aujourd'hui a aussi tous les atouts pour être une plateforme de traders bien évidemment. Et donc CZ tweet pour confirmer en fait que ce qui a été dit par CoinDesk apparemment est vrai pour lui aussi, et qu'il allait dans ce cas retirer son investissement en vendant tout simplement les FTT qu'il possède sur le marché. Mais il allait le faire de manière graduelle pour ne pas impacter fortement en fait le marché. Et c'est là où les choses ont commencé à complètement déraper. Alors moi à ce moment-là, je prends vraiment au sérieux ce qui est en train de se passer. Et mon réflexe, c'est que moi je ne suis pas marié avec FTX. En vrai, je m'en fous complètement de FTX. C'est juste un business, c'est juste une plateforme d'échange. Je ne suis pas marié avec elle, je ne fais pas d'affiliation avec elle, donc je ne suis lié en rien avec FTX. Donc ma réaction immédiate, ça a été en fait de sortir les liquidités que j'avais chez FTX qui me servaient uniquement de réserve. C'était vraiment une sorte de banque pour moi, dans lequel je place des stablecoins et qui en plus offrait une rémunération environ de 5%. Bon, ça dépendait du capital qu'on y plaçait. Moi, c'était environ 5% par rapport au cash que j'avais en fait déposé. Et je garde quand même la stratégie en fait de crypto trader qui tourne également sur FTX. Mais je garde que ça. Voilà. Et je me dis, on va voir un petit peu ce qui se passe. Et puis la journée passe et je sens que ça commence vraiment à s'exciter de manière vénère sur les réseaux sociaux. Et je sens également, de par les différentes données on-chain qu'on pouvait avoir, qu'il commençait à y avoir des retraits massifs de FTX. Et là, je me dis, c'est bon, on a un début de bank run. Et même si FTX n'a pas de problème de liquidité, ça peut vraiment créer de grosses tensions, le comportement des gens, la panique des gens. Et c'est comme le système bancaire. En fait, aujourd'hui, bon, peu de personnes en parlent, mais en vrai, le système bancaire, si on a un bank run, il s'effondre. Ça, il faut quand même le dire. Et en fait, dans les cryptos, techniquement, les plateformes d'échange ne sont pas des banques. Donc ça veut dire qu'elles ne sont pas censées utiliser les fonds qu'on dépose en fait chez elles. Et qu'en fait, quand il y a des retraits massifs comme ça, c'est le test ultime.
pour savoir s'il y a vraiment une relation 1 pour 1 et si les fonds ne sont pas utilisés en partie pour faire autre chose. Et là, pour le coup, manque de bol pour FTX, c'est là où ça commence à s'empirer. Alors, il faut quand même remettre un peu les choses dans le contexte. FTX, à la base, est quand même censé être une des plateformes les plus sûres de par sa régulation. Parce que SBF ne cesse de parler de régulation. Ils ont leurs quartiers généraux qui sont basés aux Bahamas. Ils ont un ensemble de banques qui leur permet en fait d'avoir quasiment toutes les principales devises pour pouvoir tranquillement faire des dépôts et des retraits. C'est même l'une des meilleures plateformes. Moi, je me servais que de FTX pour faire des opérations de dépôt et de retrait sur des comptes bancaires. Et notamment des comptes en Suisse. Ça marchait très très bien. Donc moi, je me servais principalement de ça pour FTX, aussi comme banque, et également avec la stratégie en fait de CryptoTrader. Quand je vois que les choses commencent vraiment à s'envenimer, que sur les données on-chain, on voit des retraits massifs, je ne prends pas de risque. Je retire tout. Donc je vends ma stratégie en fait qu'il y avait sur CryptoTrader qui était encore exposée au marché, je vends tout et je retire. Et là déjà, il y a eu du mal. Ça a mis à peu près 3-4 heures. J'ai fait un retrait en Bitcoin pour que ça puisse tranquillement partir. Et ensuite, c'est bon. Tout a été tranquillement retiré. Donc là, on était dimanche. On était dimanche pour le coup. Et là, je me dis, bon, ben c'est bon. J'ai fait ça. Au fond de moi, je me dis, franchement, il y a quand même peu de chances pour que ça se passe mal. Mais on ne sait jamais. Parce que là, on a un gros stress test. Si jamais ils n'ont pas les liquidités suffisantes, ça va vraiment partir en couille. Donc c'est un peu ça en fait que je me dis. Et je suis aussi surtout en fait dans une optique où moi je ne fais pas le malin, comme certains le font. C'est-à-dire que moi j'ai pas honte de dire que franchement je m'en fous de FTX. C'est moi avant tout dans ce cas-là. Donc clairement je retire mes fonds, même si c'est juste pour une semaine. Je préfère les retirer, ça me coûte rien. Ça me sécurise et on verra. On regarde ce qui se passe. Parce que quand on voit franchement tout ce qui a pu se passer par le passé, on pourrait citer Celsius, où en fait j'ai adopté une stratégie similaire. Il a commencé à avoir beaucoup de rumeurs en fait sur Celsius, ça a duré beaucoup plus longtemps. Hein. Pour le coup, ça a duré plusieurs semaines. Il y a eu beaucoup de rumeurs sur Celsius et c'en est arrivé à un point où pour moi les rumeurs étaient vraiment bien fondées et j'ai tout retiré en fait pour le coup de Celsius plusieurs semaines avant qu'il bloque les retraits. Et là pour FTX, j'ai été encore plus réactif. C'est-à-dire quand même en l'espace de quelques heures, j'ai pas hésité à tout sortir parce que je sais à quel point tout peut aller extrêmement vite. Et là, honnêtement, ceux qui n'ont pas été suffisamment réactifs, eh ben, j'espère qu'ils n'auront pas à le payer aujourd'hui. Donc là, en gros, on en est en gros à dimanche où ça commence à retirer massivement. Mais FTX, ça a l'air de tenir. Et surtout, il y a une communication de FTX et de Alameda qui est incroyable. C'est juste incroyable. Ils sont d'une arrogance. Ah, c'est vraiment incroyable. Je n'y croyais pas. Vraiment, je n'y croyais pas. En fait, au lieu d'essayer de calmer le jeu, ils ont voulu la jouer au plus malin. Et c'est franchement, je pense que s'ils sont forts pour créer une plateforme d'échange de trading, ils sont exécrables en communication. Et je pense que ça leur a coûté leur boîte pour le coup. Donc, au lieu de calmer les choses, ils font quoi? Ils surenchérissent. Donc, la CEO en fait de Alameda dément au final, enfin non, elle ne dément pas. Au final, non, au contraire. Elle dit en fait que oui, ils ont effectivement cette exposition-là avec ces dettes-là, mais que c'est pas tout ce qu'ils ont et qu'ils ont d'autres liquidités et quelques milliards encore à côté qui ne sont pas indiqués. Et ensuite, elle dit quoi? Elle répond à CZ, à son tweet de dire qu'il va vendre ses FTT, en lui disant, écoute, si tu veux les vendre, vas-y, moi je te les rachète, je te fais un prix, 22 $, et je te les rachète. Voilà. Et en gros, elle a voulu jouer un petit peu à la maline, en mode, t'inquiète pas, nous on a de la liquidité, donc si tu veux vendre tes 2 milliards en fait de FTT, il n'y a aucun problème, nous on te les rachète. Voilà. Donc elle a un peu voulu jouer, on va dire, à la maline, et SBF a fait la même chose. Il a fait le malin. Donc il a commencé à tweeter en disant, il n'y a aucun problème les gars. Et ironique, c'est un tweet qu'il en plus il a supprimé, en disant, on a 100% des liquidités en fait déposées par nos clients. Donc vous pouvez tout retirer, nous on s'en fiche, on va traiter toutes vos demandes de retrait. Et même il était limite là en train de dire, allez-y les gars, retirez, il n'y a aucun problème. Donc il a vraiment joué un gros coup de bluff
en mode allez-y les gars, il n'y a aucun problème, nous on va pouvoir gérer. Voilà. Et là je me suis dit, bon, bah, écoute, apparemment ils sont sur deux, hein, ils sont sur deux, mais je trouvais ça plutôt gonflé. Au lieu en fait d'essayer en fait d'apaiser les choses, au final ils ont juste empiré les choses en voulant la jouer au mec hyper arrogant, en mode nous on n'a pas peur de vous, allez-y les gars. Et ensuite, plus de communication de SBF. Et puis on est lundi 8. Lundi 8, là, il se passe quoi? Eh bien, il se passe que, tiens, il n'y a plus de retrait. Il n'y a plus de retrait sur les données on-chain à partir de midi, heure française. On remarque qu'il n'y a plus aucun retrait qui est effectué sur les principaux portefeuilles de FTX. Et là, ça commence à s'envenimer. Là, on se rend compte que pour le coup, ça y est, FTX, au final, n'arrive plus du tout à gérer. Mais ce n'est même pas un problème de gestion. C'est que s'il n'y a plus aucune transaction, c'est qu'ils ont mis en pause des retraits. Et au bout de quelques heures, ça commence à circuler massivement sur les réseaux sociaux que, voilà, ça y est, les retraits de FTX sont bloqués. Même s'il n'y a pas eu réellement de communication officielle de la part de FTX, quand au bout de 4 heures, il n'y a plus aucun retrait, je pense que c'est acté, ils ont mis en pause les retraits. Et donc là, ça commence clairement à paniquer sévère, et surtout tous ceux qui ont attendu trop longtemps pour faire leur retrait, là ils vont commencer vraiment à paniquer. Et ensuite, quelques heures après, on a CZ qui arrive avec un communiqué de SBF quasiment en même temps pour nous dire, bon, en fait les gars, écoutez, il y a FTX qui est venu en fait nous voir et nous demander en fait de l'aide, et on va les racheter. Et ils ont fait apparemment ce qu'on appelle une letter, une LOI, hein, en anglais c'est Letter of Intent, qui est une simple lettre d'intention d'achat qui n'engage à rien pour le coup, et dans lequel il n'y a aucun vrai détail de l'opération. Mais juste voilà, ils ont communiqué là-dessus pour dire, voilà, écoutez, apparemment FTX est en grande difficulté, on va les aider, on va les racheter. Et là, soulagement du marché, boum, gros squeeze. Donc toutes les personnes qui étaient en mode panique, en mode short, en gros ils se font squeeze. Il y a un gros mouvement haussier pour le coup. Et là, même moi je me dis, bon ben c'est bon, ça paraît tranquille, le marché a l'air de se détendre, bon, ça devrait aller. Et puis boum, retournement. Retournement, il se passe quoi? Il se passe qu'en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que FTX, dans la journée en fait de lundi, a cherché à lever entre 5 et 6 milliards de dollars. Donc là, ça commence à faire beaucoup. 5 à 6 milliards de dollars. Et donc, on peut sous-entendre que s'ils cherchent à lever cette somme, ça veut dire que c'est un petit peu ce qui leur manque dans leur compte. Et ça commence à faire beaucoup, hein, 5 à 6 milliards. Hein. Je rappelle quand même que l'épisode de Celsius, on parle de 1 ou 2 milliards, en gros, qui manquaient. Là, on parle quand même de 5 à 6. Donc ça commence à faire beaucoup. Hein. Et en plus de ça, les retraits qui n'ont toujours pas été réactivés. Donc franchement, ça crée un gros phénomène de panique. Et boum, le marché s'enfonce. Après avoir liquidé les shorts, ça repart de manière très importante et de manière très violente à la baisse. Et on va taper le support historique du BTC sur la zone des 17 000 $. Et on fait même un petit plus bas. C'est sur ces niveaux-là aujourd'hui que le Bitcoin se trouve au moment où je tourne la vidéo. Et ensuite, il y a eu pas mal de rumeurs qui ont tourné. Mais il y a surtout une qui est extrêmement crédible. Je mettrai la source dans la description de la vidéo, qui nous indique en fait que FTX a fait une sorte de bailout par rapport à Alameda. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Alameda était apparemment en faillite, probablement par rapport à ce qui s'est passé avec Terra Luna, l'effondrement de l'UST et l'effondrement de Celsius. À mon avis, il devait avoir des fonds là-dedans. Ils ont dû prendre cher et FTX est venu à la rescousse pour les sauver. Et probablement la somme qui est avancée, c'est 4 milliards. Donc FTX aurait prêté pour 4 milliards de dollars à Alameda pour les aider à combler en fait des grosses pertes, sinon ils auraient sauté. Voilà. Donc ça correspond plutôt avec ce que cherche à lever FTX et ce que ça sous-entend bien évidemment que pour le coup, pour l'instant, il y a un trou dans la raquette de quand même de plusieurs milliards de dollars que Binance, s'il souhaite racheter FTX, je pense qu'il va devoir payer cette somme pour rassurer les clients et leur permettre de tranquillement cash out, parce que le gros risque maintenant, c'est tout simplement en fait que Binance se retire. Et s'il se retire, alors là par contre,
ça commence à vraiment sentir le roussi. Donc, voilà un petit peu l'histoire, hein, où est-ce qu'on en est. Je vous mets également, j'ai oublié de vous le mettre. Enfin non, je le mettrai en fait dans le montage. Le graphique en fait où on voit vraiment les retraits sur FTX, vraiment où ça retire vraiment très très rapidement les fonds. Et en fait on comprend pourquoi est-ce que vraiment FTX a été mis vraiment en grand stress. Quelles sont les leçons à en tirer pour le coup de tout ça? Premier point, aucune plateforme n'est sûre à 100%. Et moi c'est pour ça que j'ai toujours un mix. J'avais un mix en tout cas qui était FTX, Binance, Kraken. FTX comme réserve de cash plus stratégie de crypto trader plus plateforme pour convertir du fiat. Binance, ma plateforme principale d'investissement. Kraken, idem, réserve de cash de backup plus plateforme de fiat de backup. Ça coûte un peu plus cher sur Kraken, donc je préférais quand même plutôt utiliser FTX. Mais comme plateforme de trading, moi j'ai toujours utilisé Binance. J'ai utilisé à une époque, et j'ai eu beaucoup d'argent à une époque sur FTX. Mais au final, pour plusieurs raisons, des raisons de liquidité, des raisons techniques également, j'avais clairement arrêté en fait de me servir de FTX comme plateforme de trading et j'étais reparti sur Binance pour le coup. Donc là, c'est purement un coup de chance. Clairement, je le dis. J'aurais pu avoir beaucoup plus d'argent chez eux, mais j'ai quand même tout retiré bien avant. Donc quoi qu'il en soit, j'aurais de toute façon tout retiré dès le début en fait pour le coup des premières rumeurs comme je l'ai fait justement. Premier point, toujours être ultra diversifié en termes de plateforme d'échange. Ça c'est vraiment la base de la base et toujours avoir des plateformes de backup et surtout toujours avoir ces adresses qui sont déjà correctement whitelistées. C'est pas en pleine panique quand on se dit ah merde putain j'ai mis aucune adresse de whitelist donc il faut que je le mette puis après il faut attendre 48 heures voire plus pour que ça reste pour que ce soit validé. Non, ça c'est de l'amateurisme. Il faut tout préparer à l'avance. Premier point. Deuxième point, tous les rigolos qui font les malins sur les réseaux, sur Twitter, qui sont là en train de dire moi j'ai pas peur, etc., qui montent leurs gros muscles en mode moi j'ai un gros ego démesuré, moi j'ai confiance en moi, regardez les gars, etc. Bon ben eux, à mon avis, on va plus les voir. Moi ça me fait toujours marrer ces personnes-là. Je comprends pas en fait ce comportement. Je comprends pas en fait quand tu as une partie de ton capital, voire même parfois pour certaines personnes, tout leur capital dans une seule putain de plateforme, mais à quel moment tu fais le mariole en train de dire en fait sur les réseaux sociaux, moi j'ai pas peur, moi je reste en fait chez eux. Je comprends pas. Vraiment là il y a un truc qui m'échappe. Vraiment il y a un truc qui m'échappe. J'arrive pas à comprendre comment ces personnes peuvent réfléchir. Vraiment je comprends pas. Donc ne vous faites pas influencer par ces personnes-là. Dans ces conditions-là, on pense à sa gueule, d'accord? On s'en fout de ce que dit telle ou telle personne. Moi, j'ai dit ce que je faisais. Dans mon groupe privé, j'ai dit ce que je faisais. Je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont suivi. Et tant mieux, j'ai envie de dire qu'ils sont réussi à se barrer avant que les retraits en fait ne soient bloqués. Mais je ne comprends pas en fait ce délire à vouloir la jouer au mec qui sort les gros muscles et tout. Tout comme je ne comprends pas les personnes qui veulent tout le temps sous-estimer les choses. Moi, je suis désolé, mais FTX, je n'ai aucune idée de savoir en fait s'ils sont solvables ou pas. Je ne vais pas commencer à dire des choses que je ne sais pas. C'est-à-dire que j'ai toujours dit, je pense que clairement ils sont solvables, parce que clairement, on va dire en apparence, ils donnaient en fait cette impression, mais j'ai toujours précisé que je n'ai jamais regardé leur livre de compte. J'en sais rien. J'ai pas accès aux données. Et personne n'a accès aux données. Et ça sert à rien en fait de demander à votre youtubeur préféré ou à n'importe quel trader qui est sur FTX. S'ils n'ont pas accès aux livres de compte, ils en savent rien. Et c'est pas parce qu'un mec a 100 millions chez FTX qu'il aura plus d'infos qu'une personne qui a 10 000 balles. Donc ça, c'est aussi important de vraiment bien le comprendre. Donc dans la plupart des cas, les gens n'en savent rien. Donc ça veut dire qu'ils ne font que donner leur avis, mais on s'en fout de leur avis. Quand il y a un risque, moi j'estime que le risque n'en vaut pas la chandelle. Est-ce que ça vaut le coup de laisser son pognon sur FTX juste pour faire les malins ou juste pour avoir un rendement de 5% par an? Non, sachant qu'en plus on peut perdre quasiment l'intégralité en fait du capital si jamais il y a un problème d'insolvabilité, ça ne vaut absolument pas en fait le risque. Vraiment, ça n'en vaut pas le coup en fait vraiment. Donc je ne comprends pas les personnes qui s'entêtent à vouloir faire les malins par rapport à ça. Ensuite, troisième point, une crypto-monnaie, n'importe laquelle, elle peut s'effondrer en une fraction de seconde. On l'a vu une nouvelle fois avec le FTT.
moins 80% en 24 heures. Donc ça également, ne l'oubliez pas. Ceux qui font tout le temps du buy and hold en mode sur le long terme, il n'y a aucun problème. Réfléchissez-y à 2 fois, à 3 fois avant d'avoir ce raisonnement-là. C'est complètement faux. Aujourd'hui, le FTT, il n'y a quasiment aucune chance pour qu'on le revoie sur les 20, 30 ou 40 dollars comme il a été par le passé. Quasiment aucune chance. Et vous pouvez le garder peut-être 5 ans, 10 ans. Il y a de grandes chances pour qu'au final, il ne remonte pas sur ses précédents plus hauts. Donc vraiment, ça aussi, c'est important de vraiment le rappeler. Même les plateformes les plus robustes, celles qui donnent l'apparence d'être robustes, peuvent être extrêmement fragiles. Et on l'a vu, il a suffi de 48 heures pour la mettre à mal et faire qu'elle était totalement débordée et dépassée en fait par les événements. Donc ça également, vraiment, c'est important en fait de le préciser. Mais surtout, la plus grosse leçon à en tirer, c'est l'incompétence. Je suis désolé. C'est facile de cracher maintenant, vous me direz, mais je suis désolé. Quand je vois la communication exécrable, gonflée d'ego, parce que pour répondre comme ça, il faut avoir un sacré ego et une sacrée confiance en soi quand même, alors qu'on sait en plus, le pire, c'est qu'on SBF et la femme de Alameda, mais ils savaient en fait qu'il y avait un trou dans le bilan de FTX. Ils savaient en fait que pour le coup, ils ne pouvaient pas trop jouer au malin, parce que si jamais il y avait trop de retrait, si jamais le FTT baisse trop, ça allait en fait réellement les impacter. Et c'est là où vraiment j'arrive pas à comprendre comment ils ont pu comme ça faire une communication de la sorte. Vraiment, pour moi c'est juste de l'incompétence, gonflée avec un ego surdimensionné. Mais franchement, vraiment j'ai été très surpris. J'ai vraiment été très surpris en fait par une telle incompétence à mon sens. Ça nous montre une fois de plus à quel point est-ce que il nous faut de la régulation, mais de la bonne régulation. Aujourd'hui, il n'y a pas de régulation. On nous fait croire qu'on est régulé. Il suffit en fait de voir FTX. Pour le coup, ils peuvent tranquillement prêter en utilisant les fonds des clients plusieurs milliards de dollars, comme l'a fait à une époque Bitfinex. Je rappelle quand même que Bitfinex avait également prêté des fonds à Tether quand ils avaient un trou en fait dans la raquette. Non, c'était l'inverse, pardon. C'est Tether qui avait prêté des fonds à Bitfinex quand ils étaient en fait dans le mal. Ça s'est bien passé parce qu'au final, ça s'est jamais su sur le moment et qu'au final, Bitfinex a pu après tranquillement rembourser en fait l'argent qui avait été prêté. Sauf que là, manque de bol, ça s'est fait en fait dans l'autre sens et pour le coup, ça s'est su. Donc, mouvement de panique supplémentaire plus Binance qui en a rajouté une couche et alors là, pour le coup, on a eu le cocktail explosif. Binance, ensuite, il faut aussi comprendre une chose, c'est que je pense qu'ils n'ont pas eu trop le choix de communiquer de la sorte. Parce que c'est en partie à cause de Binance que FTX s'est retrouvé en fait dans le mal. Et certains vont dire c'est une théorie, c'est fait exprès, c'est planifié, etc. Moi, je suis pas certain pour le coup en fait de tout ça. Et par contre, ce que je me dis, c'est que c'est possible que CZ, il a effectivement voulu vendre en fait ses FTT parce qu'il n'acceptait pas la manière en fait dans laquelle FTX et Alameda en fait étaient autant reliés et l'exposition qu'il y avait de Alameda en fait sur les FTT qui mettait clairement à mal pour le coup le modèle économique du FTT parce que si jamais il venait à sauter, une énorme quantité en fait de FTT aurait dû être vendue, ce qui aurait eu un impact sur le prix. En tant qu'investisseur, c'est normal pour Binance de se dire il y a un risque trop important. Et je pense qu'après, ils ont été eux-mêmes dépassés par les événements. Et quand ils ont vu FTX en grande difficulté, ils se sont dit si on fait rien, le marché peut complètement s'effondrer. Et donc, je pense qu'ils ont essayé de calmer le jeu en faisant juste une petite offre d'achat, mais qui n'engage à rien, pour calmer les choses, se donner du temps et essayer en fait de voir comment est-ce qu'ils vont pouvoir essayer à ce que le marché des cryptos ne s'effondre pas complètement. Moi, je pense que c'est plus ça qui s'est passé. Après, on peut croire ce qu'on veut, peu importe, tout ne reste que des spéculations et des suppositions, bien évidemment. Alors maintenant, on va parler un petit peu des risques. Parce que Dieu sait qu'il y en a. Il y a beaucoup de risques et beaucoup en fait de dommages collatéraux. Moi, je le répète, quand il y a eu l'effondrement de Terra Luna, j'ai retiré tous mes fonds des plateformes comme Celsius, des plateformes d'échange un peu bancales, des Nexo, toutes ces plateformes-là, j'ai tout retiré. Parce que je me suis dit, il y aura des putains de dommages qui vont avoir lieu. On ne sait pas qui va sauter. Mais pour moi, les acteurs les plus fragiles, c'était Celsius, Nexo, Crypto.com,
qui ont des business models qui sont vraiment pas rentables du tout, qui ont un business qui est compliqué. Il faut prêter en fait les fonds pour le coup pour générer en fait du rendement. C'est très compliqué et ça sous-entend de prendre beaucoup de risques. Donc j'ai tout retiré et jusqu'à présent je ne suis pas reparti ni sur Nexo et encore moins sur Crypto.com qui pour moi est en grande difficulté mais essaye tant bien que mal de le cacher. De nouveau, ça ne tient qu'à moi, ce ne sont que des suppositions, mais pour moi, ces boîtes-là, il faut vraiment faire super attention pour le coup. Mais là, pour le coup, on a un acteur encore différent qui est en grande difficulté et honnêtement, les retombées peuvent être vraiment catastrophiques. D'une part, on a Alameda qui va sauter. À mon avis, je pense que là, c'est acté. Quand on voit la taille de l'emprunt qu'ils avaient avec comme collatéral un actif qui vient de perdre 80% de sa valeur et qui pourrait encore baisser, pour moi, je ne vois pas en fait comment ça pourrait se passer autrement. Pour moi, ils vont sauter. Voilà. Donc maintenant, la question c'est qu'est-ce qu'ils avaient dans leur bilan comme token qu'ils vont devoir vendre? Premier point. Deuxième point, à qui est-ce qu'ils devaient du pognon? Et une fois de plus, alors on sait, en tout cas on suppose fortement qu'ils en devaient à FTX, donc ils vont sûrement jamais être capables de rendre, mais à qui d'autre? Est-ce qu'ils ont prêté des fonds pour le coup, ou plutôt emprunté de l'argent à des boîtes comme Nexo, comme Crypto.com, comme d'autres plateformes? On n'en sait rien. Donc pour l'instant, ça c'est un énorme risque. D'accord? Vraiment hyper important en fait de le prendre en compte. Ensuite, bon, le FTT n'était pas forcément un token qui était ultra présent dans la plupart des écosystèmes et des applications, donc je ne pense pas qu'il y ait un risque majeur avec l'effondrement du FTT, mis à part ce qui pourrait se passer, on va dire, avec l'effondrement de Alameda. Ensuite, deuxième gros risque, c'est l'insolvabilité en fait de FTX. Et là, attention, parce que là, ça commence à être vraiment beaucoup plus compliqué. Pour l'instant, j'estime qu'il y a deux scénarios. Soit Binance ou un autre, peu importe, rachète réellement FTX. Ils font un plan de sauvetage. Ce qui est plutôt ironique parce que c'est ce que FTX a fait avec BlockFi et avec Voyager. Donc ils l'ont fait alors qu'au niveau des finances, ils ont fait encore les malins en mode on a du cash, mais apparemment pas tant que ça. Et ce qu'ils ont fait notamment avec Voyager, c'est que voilà, ils ont dit voilà, on met l'argent qu'il faut pour rembourser 100% des clients. Dans le meilleur des scénarios, il y a soit un Binance, mais bon, des personnes pour mettre 4 ou 5 milliards sur la table, il n'y en aura pas beaucoup. Hein. Donc pour le coup, pour moi, c'est soit il y a Binance qui le fait, soit personne d'autre. Soit la plupart des plateformes se mettent ensemble pour essayer en fait de sauver un petit peu les choses. Donc il faut un plan de sauvetage, mais pour l'instant, c'est pas encore du tout certain de ce qui va se passer, mais ce serait vraiment dans le meilleur des cas. Et c'est l'unique possibilité aujourd'hui pour récupérer les fonds rapidement. Sinon, ça va devenir beaucoup plus compliqué. Déjà, en fait, si jamais ils n'arrivent pas à se faire racheter et se faire sauver, là, on part en liquidation. Donc, ils déposent le bilan, ils font exactement ce qu'a fait Celsius. Ça veut dire on dépose le bilan et là, on fait un audit. On fait un audit, on regarde ce qu'ils ont encore dans les caisses. Et le gros problème, c'est que s'ils ont mis trop de temps à mettre en pause les retraits, ça se trouve, il leur reste quasiment rien en termes de liquidité. Déjà, on a vu en fait que sur le graphique de tout à l'heure, en termes de Bitcoin, on était quand même passé en fait de plus de 22 000 Bitcoin à peu près 6 000. Donc ça veut dire qu'il leur reste encore un peu de cash, mais franchement, il reste quand même pas beaucoup. Hein. Donc ça a quand même plutôt bien baissé. Donc ça c'est le premier point. Pour le coup, c'est on fait l'état des lieux de ce qu'il leur reste en termes d'argent, en termes de crypto. Et ensuite, on pourra déjà à peu près savoir à hauteur de combien de pourcentage on pourra rembourser les clients. Je pense que ce qui est sûr, c'est que si personne ne met du pognon sur la table, il y aura une perte qui devrait être encaissée. La question est de savoir de combien. De 10, 20, 30, 50%, voire même plus. Ça, on n'en sait rien. Tout va dépendre de ce qui reste, pour le coup, dans les caisses de FTX. Mais le problème, c'est que là-dedans, on part dans des procédures en fait, judiciaires qui vont être longues et qui font que vous ne reverrez pas votre argent avant plusieurs années. Regardez ce qui s'est passé avec Mt. Gox en 2014. Pour le coup, ils n'ont pas encore récupéré les fonds aujourd'hui. Donc, ça fait quasiment 7 ans, même 8. Ça fait 8 ans, pour le coup, que Mt. Gox a sauté. Et pour l'instant, les clients n'ont toujours pas récupéré leurs fonds. Donc, j'espère pas que ça prenne autant de temps. Et en tout cas, ce serait vraiment le pire des scénarios pour moi. Ensuite, les autres risques, c'est quoi?
c'est une perte de confiance massive. On a quand même eu une année très difficile, il faut le dire, où pour moi, tout le monde a été mis à mal. Alors, on passe notre temps à nous parler en fait de décentralisation, etc. Je suis désolé, mais on ne compte plus le nombre de hacks, de piratage qu'il y a eu au niveau des applications de la DeFi. Des quantités astronomiques de pognon qui ont été perdus, bloqués lors de hacks sur tout un tas d'applications de la DeFi. Alors certes, il n'y a pas eu en fait de piratage sur les principaux acteurs comme Aave par exemple, mais il y en a quand même eu une sacrée flopée qui a franchement mis un gros coup en termes de confiance, au niveau de la DeFi. Voilà. Premier point. Deuxième point, il y a eu un effondrement d'un stablecoin. Bon, stablecoin algorithmique, il faut préciser. Ça n'a rien à voir avec de l'USDT ou de l'USDC, voire du BUSD, plus du token de Terra Luna. Donc ça également, il faut le prendre en compte. Il y a eu également une énorme perte de confiance par rapport à ça. Il y a eu l'effondrement par la suite de Celsius, donc l'une des principales plateformes pour faire du rendement, pour générer du rendement, qui a également sauté. Donc ça veut dire qu'il y a eu la DeFi, il y a eu donc la partie décentralisée, il y a eu la partie centralisée, il y a eu les stablecoins, et maintenant on a vraiment la cerise sur le gâteau, une plateforme d'échange, et pas des moindres, la deuxième, troisième plus importante plateforme d'échange crypto qui se retrouve en grande difficulté. Donc là vraiment aujourd'hui, je trouve que c'est exécrable ce qui se passe pour l'écosystème. Vraiment, c'est très mauvais tout ça. Ça envoie une image vraiment d'incompétence à tous les niveaux. Vraiment à tous les niveaux. Et le problème, c'est que autant quand on faisait ça en 2013, 2014, il n'y avait pas grand monde dedans. Il n'y avait pas beaucoup d'argent. J'ai envie de dire que ça posait pas trop de problèmes. Le souci, c'est que l'écosystème grossit. Le nombre de personnes qui évoluent autour grossit. Le nombre d'argent qui va être géré explose. Et on est toujours aussi incompétent. On est toujours aussi incompétent à faire n'importe quoi dans tous les sens, vraiment. Et on voit que de nouveau, quand il n'y a pas de régulation, eh ben, l'être humain, il est gavé d'incompétents qui font que des conneries. Quand on regarde Celsius avec Mashinsky, quand on voit les casseroles que le mec au final se traîne, quand on voit SBF, au final ce qui s'est passé, quand on voit les mecs de 3AC, quand on voit le Duno avec Terra Luna, je suis désolé en fait, mais tout ça, c'est juste la preuve d'une incompétence folle. Et c'est vraiment effrayant de se dire qu'aujourd'hui, même les plus gros acteurs, eh bien, ils sont incompétents. Donc, malheureusement, ça envoie une très très mauvaise image et une énorme perte de confiance de la part des investisseurs qui vont fuir ce marché. Ils vont juste se barrer. Ils vont se barrer. Et aujourd'hui, en fait, le plus gros des risques, c'est qu'on ait un hiver crypto qui soit le même que ce qu'on a eu en 2014 avec l'effondrement de Mt. Gox. Moi, j'ai commencé en fait les cryptos avec l'effondrement de Mt. Gox. À l'époque, par chance, j'étais pas sur Mt. Gox. Moi, j'étais sur Bitstamp. Et honnêtement, ça a été très très dur. Parce qu'il y a eu une totale perte de confiance. Les gens, ils avaient leur fonds de bloqué. Ils avaient plus d'argent. Et ils voulaient juste récupérer leur argent. Et bien évidemment, en fait, que quand tu as tout ton argent de bloqué sur une plateforme, t'es pas en mode tiens je vais encore investir, tiens je vais encore buy the dip, tiens je vais encore buy and hold. Non, absolument pas. Donc c'est ça en fait le plus gros des problèmes aujourd'hui. C'est qu'on risque de perdre la confiance d'énormément d'acteurs et d'investisseurs qui vont juste se barrer. Donc ça c'est le plus gros des risques, c'est la fuite de l'argent. Et le marché peut s'en remettre, mais ça mettra du temps. Donc ceux qui espèrent un bull market dans quelques mois, oubliez. Franchement, oubliez. Si FTX saute, vous pouvez totalement oublier un bull market avant un bon bout de temps. Et ensuite, donc le gros risque également, c'est l'effet boule de neige. Donc là, on ne sait pas qui a prêté de l'argent à qui avait quel token, etc. Vu qu'il y a une énorme opacité quasiment à tous les niveaux, et bien en fait, on ne sait pas qui peut sauter. Mais par contre, on sait qu'il y aura de la casse. De nouveau, là par contre, la question n'est pas du si, mais la question, c'est le qui. Qui va sauter? Donc, un conseil, mettez votre argent là où vous le pensez le plus sûr. Moi, ce que je fais à titre personnel, c'est Kraken, parce que c'est l'une des seules plateformes à avoir fait ce qu'on appelle un Proof of Reserve. Ça veut dire qu'il y a eu un audit rendu public sur l'état des réserves de Kraken.
Aucune plateforme ne l'a fait en fait jusqu'à présent, mis à part Kraken, je crois. Binance a justement dit que maintenant il fallait le faire. Ok, merci Binance. Mais en tout cas, Kraken aujourd'hui, on sait qu'ils ont les liquidités. Il y a encore Binance qui reste totalement systémique. Si Binance saute, c'est l'effondrement total de l'écosystème. Vu les quantités astronomiques que possède Binance, c'est complètement systémique pour le coup. Beaucoup plus que FTX. Et puis aussi, le Ledger. Donc après, bon, ceux qui font du trading, il y a aujourd'hui quand même des DEX. Si on leur fait confiance, why not? Moi, j'ai pas confiance. Voilà. Moi, j'ai vraiment pas confiance pour le coup aujourd'hui à tout ce qui touche à la DeFi. Il y a eu trop de problèmes de sécurité. Il y a trop d'incompétences aujourd'hui pour avoir confiance en eux. En tout cas, c'est mon avis personnel de nouveau. Mais en tout cas, ça peut être une solution. Ça peut être également une solution. Mais si on fait du trading, moi, je trouve qu'il faut aller chercher soit les plateformes les plus régulées. En l'occurrence, Kraken, Gemini, Bitstamp, qui sont peut-être plus chers en termes de frais de trading, mais qui pour le coup sont beaucoup plus régulés et beaucoup plus encadrés pour le coup que d'autres plateformes comme au final FTX ou d'autres. Ensuite, gros avantage, on le voit avec la régulation, c'est que le FTX.US n'a aucun souci. Pourquoi? Parce que la régulation impose une relation 1 pour 1 entre les actifs du client et ce que possède FTX. Et donc, étrangement, ils n'ont pas pu faire ils n'ont pas pu taper en fait dans les caisses de FTX US. Donc FTX US n'a aucun souci de liquidité. FTX.com, qui est beaucoup moins régulé, a des problèmes. Et c'est là où on voit le besoin de régulation de ces différents acteurs. Parce que je suis désolé en fait, mais on va me dire que c'est magnifique la décentralisation. Mais quand on voit l'incompétence des gens, eh ben je suis désolé. Mais pour le coup, parfois, venir vérifier ce qui se passe, c'est aussi très très bien. Voilà. Et ensuite, je pense que c'est à peu près tout. Donc en termes de risque, vraiment, faites super attention. On est vraiment dans des phases de marché également qui sont compliquées. Commencez pas à être là en mode buy the dip, etc. On peut être sur des bons niveaux d'achat, mais attention, là on peut être à l'aube d'un nouveau signe noir et d'une continuation de la baisse avec un effondrement si jamais le support du Bitcoin lâche. Et là on peut retrouver en un claquement de doigts le Bitcoin à 30 ou 40% plus bas. Donc grande prudence pour le coup. Maintenant, comme je le dirais, et comme je le dis souvent, quand les gens paniquent, c'est également vecteur d'opportunité. Donc bien évidemment, ne commencez pas à paniquer, à sortir tout votre argent en fait des cryptos parce que vous ne pourrez plus investir. Pour le coup, quand il y a une panique, et je pense qu'on est en plein dedans, c'est aussi vecteur d'opportunité. Il faut juste être patient, extrêmement patient, ne pas se précipiter à l'achat, vraiment attendre que le marché dégueule correctement. Et quand ça commence à se stabiliser un peu plus, et quand ça commence à aller un peu mieux, se réexposer tranquillement. Et là, ça peut être intéressant. De nouveau, ne cherchez pas absolument à acheter le point bas. Il vaut mieux parfois acheter 10, 20, 30% plus haut, mais déjà vous achèterez à un très bon niveau et avec beaucoup moins de prise de risque pour le coup. Donc ça également, je pense que c'est important quand même de le prendre en compte. Coupez-vous des réseaux sociaux, c'est infernal. Les gens sont énervés, ils veulent chercher des coupables, alors que c'est eux les coupables, d'accord? Moi, si j'avais laissé des fonds chez FTX, le seul coupable c'est moi qui ai fait l'erreur de laisser des fonds chez FTX. Il n'y a pas d'autres coupables en fait, donc ne cherchez pas des coupables, c'est ni CZ, ni SBF, ni n'importe quel crypto-influenceur qui vous a dit en fait d'aller sur FTX, c'est vous. Voilà. Donc assumez, s'il vous plaît, assumez pour une fois que c'est votre pognon, votre responsabilité, et au final, c'est vous qui avez pris la décision finale. Ça, je ne le répéterai jamais assez. Ne cherchez pas d'autres coupables et ne cherchez pas à déverser la rage que vous avez en vous sur les réseaux sociaux. Allez taper en fait dans un sac pour le coup, mais arrêtez en fait d'emmerder les gens. Voilà, c'est un petit peu le message que je pourrais donner en fait à tous les rageux qu'on peut retrouver partout. Moi, c'est aussi pour ça que je ne suis pas sur Twitter ni rien, parce que ces personnes-là, en fait, me fatiguent. Donc, je préfère tout simplement ne même pas les regarder. Mais vraiment, coupez-vous des réseaux, c'est extrêmement néfaste. Déconnectez-vous pendant au moins plusieurs jours et revenez. Vous n'allez rien rater. Je vous assure, vous n'allez rien rater. Au contraire, je pense que ce sera vraiment pour le mieux. Donc voilà, ne faites pas également, maintenant c'est un peu trop tard, mais ne faites rien dans la panique, s'il vous plaît. Je pense que ça a déjà dû être fait, mais des personnes qui vont panic sell,
voire pire, qui vont, pour ceux qui ont investi en fait il y a très longtemps, qui vont cash out sur leur compte bancaire, en oubliant que peut-être qu'il y a de la fiscalité, pour le coup en fait qui va se rajouter. Donc vraiment réfléchissez, soyez rationnel, mais pour ça, il faut tout prévoir à l'avance. Voilà. Donc moi pour le coup, j'avais un plan de backup de FTX qui était Kraken. Donc j'ai pu tranquillement toujours continuer à avoir des plateformes d'échange qui tiennent la route, à pouvoir retirer du cash ou en redéposer sans aucun problème. C'est toujours important en fait d'avoir des solutions de backup et des plans en cas de signe noir et d'effondrement des marchés, pour sortir également et ne pas être comme un con en mode buy and hold, parce que ceux qui sont en buy and hold en fait depuis un an, ben, ils sont complètement en PLS, ils ont perdu 60-70% de leur portefeuille, et ils se rattachent à quoi? Aujourd'hui ils se rattachent à quoi? En priant à ce que le marché rebondisse. Ça, c'est pas une manière d'investir, je suis vraiment désolé. Et justement, j'ai une vidéo qui est prévue par rapport à ça, qui devrait sortir dans quelques semaines, que j'ai faite avec Guillaume sur pourquoi le buy and hold, c'est la pire des stratégies. Bon allez, la vidéo a duré assez longtemps. Je mettrai les sources pour le coup en commentaire. J'espère en tout cas que tout ça vous fait réfléchir. Je pense que c'est important. Tous les commentaires des rageux, j'en ai rien à foutre. Donc sérieusement, ne les postez même pas parce que je vais juste les supprimer. Je ne perdrai même pas mon temps pour le coup à les répondre. Si vous avez de la rage en vous, déjà c'est à cause de vous. Pour le coup, c'est uniquement à cause de vous. Et pour le coup, allez vous défouler en fait dehors et arrêtez en fait de vous défouler sur un clavier. Voilà, ce sera le mot de la fin. On se retrouve ce week-end pour la prochaine vidéo qui tombe à pic sur l'aspect psychologique. Et moi, je vous dis donc bon courage. J'espère de tout cœur que franchement, FTX va trouver une solution et que les fonds seront, des clients qui sont restés dedans vont être récupérés à 100%. Et pas dans 3 ans ou dans 5 ans, mais j'espère le plus vite possible. Ce serait vraiment pour le mieux. Sinon, malheureusement, là, on pourrait vraiment avoir un événement qui va vraiment impacter en fait le marché sur, à mon avis, plusieurs années sans aucun problème. Donc vraiment, je le souhaite de tout cœur qu'ils arrivent à trouver une solution pour le coup et que SBF, CZ ou d'autres fassent, je l'espère, prennent les bonnes décisions par rapport à tout ça. Voilà, je vous souhaite bon courage, bonne semaine et on se dit à ce week-end pour la prochaine vidéo. Bye bye.